l'invasion du Niger. Mais pas que l'invasion du Niger. Vous savez que ils ont été tentés aussi de faire une invasion au Mali, de faire une invasion au Burkina Faso. Seulement, ils n'ont pas été tentés de le faire au Gabon. Ils n'ont pas été tentés de le faire au Tchad et très peu aussi en Guinée. Nous avons donc envie de dire aujourd'hui avec certitude qu'en Afrique, nous avons de bons coups d'État et nous avons de mauvais coups d'État. Aujourd'hui, le Niger a donc un mauvais coup d'État, apparemment. Parce que le Mali aussi a eu un mauvais coup d'État et le Burkina Faso aussi a eu un mauvais coup d'État. Mais le Gabon a un coup d'État apparemment appréciable. On peut saluer ça. Aussi, c'est pareil pour le Tchad, où M. Macron lui-même s'est déplacé. Mais qui est vraiment le responsable de tout ça? C'est nous d'abord, les populations, qui sommes responsables aujourd'hui de tout ce qui se passe dans nos différents pays. Parce que nous avons des dirigeants qui prédominent sur nous et nous ne prenons pas assez de sacrifices pour que cela cesse. C'est pourquoi nous avons d'abord la première responsabilité. Nous, le peuple, qui sommes souvent les plus nombreux, sachant très bien que si nous nous lèvons ensemble, nous pouvons faire changer tout dans n'importe quel pays. Mais nous sommes souvent confrontés aux différentes ethnies. Et donc nous avons souvent un problème ethnique qui devient souvent un problème tribal. Et à cause de ce tribalisme-là, nous finissons par être divisés. Du coup, nous ne sommes plus consensuels dans les problèmes réels. Vous allez trouver des personnes qui soutiennent un président parce qu'il vient de leur tribu, parce qu'ils ont des avantages financiers, parce qu'ils ont des avantages ici ou ailleurs. Ce qui fait à ce que eux, ils préfèrent être du côté de celui qui opprime la majorité du peuple. Et vous allez trouver une autre partie du peuple qui est là en train de se battre pour la vérité. Et parmi ces deux-là, comment vous allez donc déterminer ceux qui vont s'en sortir? Quand vous avez des gens qui sont même payés pour soutenir celui qui est au pouvoir. Et donc le peuple se trouve souvent confronté au peuple aussi. Et donc, pour que cela puisse fonctionner, il faut vraiment que le peuple qui veut le changement soit, c'est-à-dire soit vraiment nombreux. Il faut une masse populaire, une marée humaine pour que cela puisse être possible. Car si le peuple n'est pas nombreux, on aura toujours l'impression que celui qui est au pouvoir est soutenu par le peuple tant que l'armée ne viendra pas prendre le pouvoir. Parce que dans tous ces pays où il n'y a aucun État, il y avait toujours des populations qui sortaient pour soutenir les présidents sortants. Et on avait même l'impression que ces présidents étaient légitimes. Mais seulement, quand il y a eu des coups d'État, vous avez vu que même ceux qui soutenaient ces présidents-là n'ont plus voulu sortir. La team aujourd'hui, nous allons écouter le premier ministre Choguel Maïga, qui va nous expliquer les différents fonctionnements de l'Occident et avec comme complice la CEDEAO, ce qui est mal. Parce que la CEDEAO est là pour une bonne cause. Elle est là pour travailler pour les Africains et elle devait s'en tenir à ça. Seulement elle-même, elle a fait le choix d'être soumise aux injonctions de l'Occident. Et à cause de ça aujourd'hui, il faut réaliser tous les rêves et les bavures de l'Occident contre le gré des populations de la CEDEAO. Même quand en Europe aujourd'hui, on parle mal des immigrés de la CEDEAO, même quand on veut renvoyer les immigrés de la CEDEAO, même quand on les refuse dans les pays de l'Occident, les pays de la CEDEAO continuent à croire qu'elles doivent suivre le schéma de l'Occident. Pourtant, cet Occident qui dit vous aimer, qui dit être d'accord avec vous, n'accepte même pas les populations qui viennent de vos pays chez eux. Même pas pour les régulariser, mais seulement déjà pour les donner quelque part et poser la tête. Vous avez Emmanuel Macron qui vous dit clairement qu'il ne prendra pas les immigrés ivoiriens sans détour. Là, nous écoutons ici le premier ministre Choguel Maïga qui nous parle vraiment à cœur ouvert et qui nous dit comment les choses peuvent changer et comment nous devons faire pour que les choses changent en Afrique. Et que de toutes les façons au Mali, les choses ne seront plus jamais comme avant. Et cela est clair, nous le voyons déjà nous-mêmes. Là, nous écoutons ici le premier ministre Choguel Maïga. Écoutez la vidéo. C'est fort. Je dis aux gens qu'aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est la guerre contre le terrorisme. Parce qu'on a fait 30 ans ce cancer-là à gagner notre pays et à gagner les autres pays africains. Parce qu'il y avait des complicités où on pense que c'est l'argent et la palabre qui règlent. Or, il y a des gens qui vivent de la crise. Ils ne veulent pas que ça finisse. C'est des sacs d'argent qu'on leur donne, qui se distribuent dans la banlieue de Bamako, et ils manipulent des gens qui sont permanemment en guerre pour diviser le pays, à tuer les citoyens. On a dit qu'il faut mettre fin à ça.
Et nous nous sommes engagés à équiper l'armée. Bien sûr, il y a eu des manques quelque part. Les citoyens sentent que quelque chose leur manque, mais il y a des objectifs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je dis aux uns aux autres, et Dieu merci, nous ne baissons la tête devant personne. Certains qui se moquaient de notre pays aujourd'hui, disparu de la scène, mais le Mali a existé et continuera d'exister. Voilà. Il y a une lutte qui est entrée dans une phase très sensible. Lorsque nous avons demandé de recouvrer la totalité de notre souveraineté en n'ayant l'appui d'aucune force internationale chez nous, on nous a dit que écoutez bien, écoutez bien. Certains ont dit qu'on va le regretter. Mais nous avons pris nos responsabilités. Nous avons demandé le départ des forces internationales. Il y a des gens qui ont juré qu'on va le regretter. Il y a des pays qui ont juré qu'on va le regretter. Il y a des individus au Mali qui vivent de la crise, qui ont juré aussi qu'on va le regretter. Tout ce que vous entendez actuellement comme crise, comme attaque, participe de cette notion. Laquelle? Chaque fois que nous posons des actes importants de souveraineté, vous aurez remarqué, il y a des tensions géopolitiques. Il y a une recrudescence de la crise. Mais l'histoire a montré que c'est les peuples qui refusent de céder. C'est à eux qu'appartient le dernier mot. Notre guerre est juste. Et donc nous allons la remporter. Il fallait avoir des leaders qui comprennent cela. On avait le même peuple, la même armée, les mêmes ressources avec l'aide extérieure à moins. Pourtant, on ne parle plus de recul stratégique, couper le pays. Récemment, quand nous avons pris le camp de Ber, jusqu'à présent, il y en a qui jurent que nous allons le regretter. Que nous ne prendrons pas les autres camps. Tessalit, Aguelhop, Kidal, Menaka. On va les prendre, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Donc, il y a cette bataille que j'explique souvent aux citoyens. Il y a une bataille communicationnelle. Par exemple, quand vous entendez l'embargo du Tombouctou, effectivement, dans des tournants historiques comme ça, la situation ne peut pas être comme avant. Quand un camion s'embourbe quelque part, on dit que c'est parce qu'on veut que la ministre quitte. Mais les camions s'embourbaient avant. Quand on sort sur un NEI, on dit que c'est parce qu'on a demandé à être seul. Plus la communication, plus... Parce qu'il n'y a pas l'esprit de guerre. Les Maliens ne sont pas habitués à la guerre. Les sociétés européennes se sont construites sur la guerre. Avant l'invention de la bombe atomique, tous les 50 ans, les frontières étaient faites et défaites. Chez nous, les gens sont habitués à la paix. Mais il y a des moments où il faut prendre son destin en main. La liberté de notre pays n'a pas de prix. Il a un coût que nous avons décidé de payer. Donc pendant qu'on est dans cette situation, on a décidé de nous déstabiliser. Donc ce qui s'est passé à Gao, à Tombouctou, tout cela participe de cette tension. Donc c'est le moment où notre peuple doit tenir bon. Et les soldats doivent être soutenus. Parce qu'une équipe, les supporters d'une équipe la soutiennent dans le pire et le mal, et le bien. Ce n'est pas seulement quand on gagne qu'on supporte. Donc ils ont besoin du moral aujourd'hui. J'ai même téléphoné pour féliciter celui qu'on appelle Alpha Oumar, un marabout de Gao. Au moment où les kamikazes rentraient dans le camp à Gao, il était dans sa mosquée de prière. Et il a dit haut et fort que 2023 ne sera pas 2012, que les terroristes l'entendent et leur chef. C'est de ça que les Maliens ont besoin aujourd'hui. Parce qu'ils pensaient que les gens allaient paniquer. Pendant ce temps, ils ont mis des gens sur les réseaux pour dire qu'on a abandonné le Nord, qu'il n'y a rien. Voilà des citoyens. D'autres font des vidéos pour dire que le Nord va se diviser du Mali. Le reste du Mali n'a pas besoin du Nord. Ça, c'est la communication des terroristes. Pour déstabiliser les gens dans leur esprit. D'autres disent qu'il n'y a pas de soutien, donc la population est négligée.
en oubliant que l'armée est sur le terrain, le chef d'état-major général est sur le terrain. On est en train de faire une évaluation de la situation pour pouvoir envoyer une délégation. Parce qu'on n'envoie pas une délégation ministérielle dans le feu juste pour dire aux gens. Tout est en train de se préparer. C'est pendant ce temps que certains ont voulu continuer les mêmes embuscades. Vous savez ce qui s'est passé à Bourem ce matin? Ils ont mis sur les réseaux qu'ils ont pris le camp de Bourem, mais on les a tous terminés, c'est fini. Parce qu'en réalité, la guerre actuelle, c'est une guerre que l'État malien mène contre les terroristes. Les mouvements d'issignataires là ne font que la communication pour le compte des autres. En général, quand ils font, c'est eux-mêmes qui communiquent. Mais cette fois, ils ont décidé de se taire et laisser la communication pour les autres, qui disent aux gens qu'ils ont pris tel... Mais ils n'ont rien, ils n'ont personne. Si les gens quittent la banlieue de Bamako, où ils ont des villas, on prend l'argent, on construit ici, ils quittent la ville de Kidal, il n'y a plus rien. C'est les terroristes qui tiennent le pays, où ils sont. Donc, ils sous-traitent en communiquant pour eux. Ceux qui parlaient ce matin qu'ils ont pris le camp de Beré, ils ne sont même pas au Mali, nous savons où est-ce qu'ils sont. Mais ceux qui sont venus au camp ne sont plus retournés. Ça va continuer comme ça. Notre pays ne va pas céder. Les bases de Tessalit, d'Aguelhok, de Kidal, nous allons les prendre. Bravo. Notre armée a besoin d'être soutenue, d'être comprise. On a dit l'autre jour qu'ils ont abattu un avion, mais un avion qui tombe, abattu, mais on voit les débris. Ce n'est pas un avion entier sur terre qu'on vient. La réalité, c'est que le pilote a fait ses opérations militaires. C'est de retour qu'il y a eu un vent de sable violent. Même les gens de Gao peuvent le témoigner. C'est dans ce vent de sable que le pilote a pris le contrôle. Il a préféré se faire éjecter, l'avion est tombé. Mais il n'y a pas de débris d'avion là-bas. Un avion qui est abattu, mais on attrape le pilote. Mais nous, nos forces armées ont été prendre notre pilote, on l'amène. C'était à non loin de Gao. L'opération qu'il a menée, c'est jusqu'au Grand Nord, vers Kidal. C'est au retour vers, je ne sais pas, Ouabaria ou bien, comment ça s'appelle, ou bien Makouladji. C'est dans un village qui n'est pas loin de Gao que c'est arrivé. Mais dès qu'ils ont eu l'information, parce qu'il y a des forces étrangères qui sont sur nos territoires, il y a des forces spéciales étrangères qui travaillent pour leur compte. Donc pour démoraliser les Maliens, ils ont crié Haro, oui, on a abattu un avion. Mais vous n'avez pas la photo de l'avion, vous n'avez pas le pilote. Le pilote est chez nous. L'avion, il y a des épaves de l'avion. Mais c'est pour déstabiliser notre société. Les gens n'ont pas l'esprit de guerre dans notre pays. Ils ne sont pas habitués aux difficultés. Donc la situation ne peut pas être comme avant. Je vous assure que quand les terroristes vont être vaincus, vous allez voir, tous ces communicateurs sur les réseaux sociaux là, ils vont arrêter ou ils vont revenir au Mali. Parce que si c'est des Maliens, nous avons dit, tous ceux qui sont Maliens qui veulent, ils n'ont qu'à venir. Nous allons appliquer l'accord là de façon intelligente. On ne fera la guerre contre aucun Malien, sauf celui qui prend les armes pour s'imposer aux autres. Nous n'allons pas plier devant eux. Ça c'est terminé, c'était avant. On n'a pas de dirigeants comme ça à la tête du Mali, qui pensent que c'est l'argent, la corruption, la palabre qui règle tout. Il faut palabrer, mais il faut avoir la force de l'État. Tous les citoyens doivent être égaux. Personne ne s'imposera plus au peuple malien. Mais sur les radios et les gens pour les manipuler, on nous dit que c'est pour le Mali. Ce n'est pas vrai. Ils viennent défendre leurs intérêts. Pour nous manipuler, quand Barkhane est venu au Serval, Hollande dit, et ce que j'ai dit là c'est authentique, il dit qu'ils sont venus pour détruire le terrorisme. Qu'ils sont venus pour aider à faire l'intégrité territoriale du Mali. Qu'ils sont revenus pour appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la première ministre va et dit que c'est parce qu'ils sont partis qu'il y a ces attentes. Est-ce que vous avez entendu ces pays qui disent qu'ils sont amis du Mali, ces organisations internationales qui parlent des droits de l'homme, est-ce que vous les avez entendus après Tombouctou, Gao, Goundam, est-ce que vous les avez entendus faire un communiqué? Mais ils sont pressés de venir dire que l'armée a fait ceci, l'armée a fait cela. Mais où sont les organisations de droits de l'homme qui nous accusent? Où est-ce qu'elles sont?
Il faut qu'on comprenne. Personne ne viendra faire notre pays à notre place. C'est ce que je voudrais vraiment rappeler aux Maliens. Il ne faut jamais céder à cette manipulation. Et aussi longtemps que les dirigeants vont essayer de manipuler nos Maliens par le passé, on ne l'acceptera pas. Nous allons le répondre du tic au tac. Je dis donc à cette première ministre-là qu'elle économise ses phrases en ce qui concerne le Mali. Nous ne sommes pas concernés. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Nous parlons le même langage avec nos militaires. Nous ne sommes pas de ces gens-là. L'équipe qui dirige, quand je dis nous, la haute hiérarchie militaire, les politiques, le président et son gouvernement, le Conseil national de transition, ce n'est pas ceux-là qui tirent le pantalon pendant que l'armée tient le mur. Ils vont serrer son pantalon et l'aider à tenir le mur. C'est ça le rôle aujourd'hui. Il faut que Madame la Première ministre le comprenne et le dise à son président, qui dit que sans eux, le Mali n'aurait pas existé. Sans les Noirs, la France n'aurait pas existé. Je l'ai dit, en 1944, la capitale de la France libre, ce n'est pas Paris, c'était Brazzaville. 1944. Il faut que cette histoire-là, les Africains la connaissent. Ils essaient de nous manipuler pour créer chez nous un complexe d'infériorité. Il ne faut pas l'accepter. En tout cas, au Mali, ça n'aura pas lieu. Nous avons tout compris. Les Maliens du Nord, du Sud, les Blancs, les Noirs, les Métis, tout le monde a tout compris maintenant. Donc, ils nous laissent en paix. Et nous allons combattre les terroristes. Et l'aménagement, nous avons dit, va partir le 31 décembre. Voilà. Parce que leur problème, c'est de nous créer le désordre dans notre pays pour qu'on renonce à cela. Parce qu'il avait été dit qu'on va le regretter. Les Maliens ne vont pas le regretter. Il n'y a pas de prix pour la restauration de la dignité et la souveraineté du peuple malien. Il y a un coût à payer. Ce coût est humain, ce coût est financier et matériel. Nous allons le payer pour que les enfants, les arrière-petits-enfants soient fiers d'eux qu'on les respecte. Il n'y a aucune nation dans l'histoire qui n'a pas fait ces sacrifices-là à un moment donné de son histoire. Ils veulent amener les Africains toujours à refuser de payer les sacrifices nécessaires. Nous allons les payer et recouvrir notre autonomie grâce à une direction éclairée, à des soldats braves et une direction politique qui sait là où est-ce qu'elle va. Ils ne vont plus créer l'amalgame sur nous. C'est pour cela que les derniers déploiements militaires pour nous intimider dans 3 pays africains, j'ai dit aux Africains de faire attention. Ces déploiements militaires à 4 objectifs, mais les Africains ne voient que un. C'est-à-dire les préparer pour attaquer dans le cadre des mesures de la CEDEAO. L'objectif en fait c'est de disloquer la CEDEAO. Imaginez-vous un pays duquel part une guerre contre un pays de la CEDEAO, il ne peut plus y avoir de CEDEAO encore. Donc le premier objectif c'est la dislocation de la CEDEAO. Le deuxième, c'est intimider les pouvoirs politiques dans ces pays-là, en réalité. C'est leur dire, il faut faire attention, on est là, c'est nous qui assurons votre sécurité. Si nous quittons, les militaires vont vous renverser. Donc collez-nous à nous et faites ce qu'on veut. Si vous voulez être sauvés, parce qu'il y en a eu au Mali, au Burkina et ailleurs, donc votre sécurité est dans nos mains. Deuxième chose, c'est pour dire aux militaires de ces pays-là, si vous faites un coup d'État, nous on va intervenir. On est là, on est venu pour ça. Ça c'est vrai. Pour intimider la hiérarchie militaire. Et le quatrième objectif, c'est intimider les peuples. Les peuples vont dire, ah, il y a des grosses bases étrangères à côté de notre pays, il vaut mieux arrêter les manifestations. Donc on intimide celui qui est au pouvoir, on intimide les peuples, on intimide les militaires et on casse la CEDEAO. C'est ça leur objectif. Mais ils ne vont pas nous tromper. Ouais. En tout cas, au Mali, celui qui veut venir chez nous là, nous l'attendons de pied ferme. Ouais. Mais il faut que les Africains fassent une lecture holistique. Tout ce que ces gens-là font, ce n'est jamais ce qu'ils disent. Aujourd'hui, c'est le côté embargo de la CEDEAO, attaque de la CEDEAO qu'on voit.
Mais comme je vous l'ai dit, ils ont d'autres objectifs. Il faut que, comme je l'ai dit aux Nigériens, qu'ils fassent preuve de patience. Quand le peuple ne veut pas qu'une armée étrangère reste dans son pays, elle ne restera pas. Ils finiront par partir. Quand vous voyez les pays occidentaux s'accrocher à un individu, c'est qu'il est en mission. Même les terroristes, pour les libérer, nous faisons la différence. Il y en a auxquels ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Ça, c'est les agents des services spéciaux. Il y a les autres terroristes, les autres personnes enlevées, on négocie pour les enlever dans 2-3 mois après. Mais quand c'est un agent à mission spéciale, il n'est pas traité comme les autres. Un président qui est dans une chambre, il n'a pas de téléphone, il a son peuple dehors, vous dites que c'est avec lui que vous parlez. Et qu'il est le seul qui peut avoir une légitimité. Que vous ne pouvez pas parler avec des pouvoirs non légitimes. Mais qui détermine la légitimité? C'est le peuple. Ce n'est pas un discours transmis par les ondes radio qui détermine la légitimité d'un président. Ou venir essayer de bosser les gens en disant qu'il appartient à une minorité ethnique. C'est pourquoi on l'a renversé. Ça n'a rien à voir. Vous savez, pour casser la Libye, il y a quelqu'un qui a écrit, moi j'ai lu son livre, il dit qu'ils ont envoyé des gens pour chercher des gens prêts à trahir leur nation. Quand ils ont trouvé les traîtres, ils ont commencé à travailler avec eux. C'est comme ça qu'ils ont organisé la chute de la Libye. Et dans notre histoire, tous les grands empires ont chuté quand il y a eu un traître dans la cour. Le dernier qui est tombé le 13 septembre 1591, l'Empire Songhai, c'est parce qu'il y avait un traître dans la cour. Sinon, ce n'était pas un problème de Touareg d'Arabes. Au contraire, il y avait un contingent qui allait jusqu'au Maroc, c'était des Arabes, c'était des Touaregs. Mais quand il y a eu un traître dans la cour, il a organisé la chute. Donc on cherche des dirigeants traîtres, des hommes politiques traîtres, des gens qui trompent leur pays, ils tiennent un discours, ils font autre chose. Ils sabotent leur armée, ils démoralisent les militaires. Et personne ne peut devenir militaire. Moi j'étais au Président aujourd'hui, je leur ai dit que bientôt il y aura un surplus, un surcroît de candidats là-bas. Parce que tous les jeunes veulent être militaires, maintenant ils sont fiers de leur armée. Mais hier, c'est les hommes politiques qui sabotaient l'armée. Nous avons dépassé cela. Et enfin, je voudrais, du fond du cœur, remercier vraiment la Fédération de Russie. À l'heure actuelle, c'est notre allié stratégique dans les circonstances difficiles. Souvent, même les Africains ne nous soutiennent pas. La Russie nous soutient. Nous avons levé l'embargo, le soutien. La Russie nous a fait un soutien multiforme. Le soutien à la levée du régime des sanctions récemment. C'est le veto de la Russie qui a permis de le lever. Et il y a beaucoup de Maliens, dont des Touaregs, des Arabes, qui avaient refusé de faire le jeu de certains pays. On a tout fait pour les inscrire sur ce régime de sanctions. Ce régime-là a foutu le camp à l'air maintenant. Et ces citoyens doivent cela à l'État malien. Le président de la transition a parlé en personne avec le président Poutine. Personne ne va nous sanctionner ici. Pourtant, ils n'ont pas dit que c'est des hommes de couleur. Les gens qu'ils ont sanctionnés au Mali, il y en a, ce sont des Arabes, d'autres c'est des Touaregs. Ils ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de faire leur jeu. S'ils avaient fait leur jeu là, ils n'allaient pas les mettre sur cette liste-là. Nous devons comprendre. Nous sommes les mêmes. Partagés. Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des intérêts de la population. Si vraiment notre peuple comprend ça, c'est l'essentiel. Tout le reste, partagés. Nous allons perdre des batailles encore, parce que la guerre n'est pas finie. Mais nous gagnerons la guerre. Parce que notre combat est juste. Parce que notre peuple est déterminé. Parce qu'il se tient debout comme un homme. Parce que notre armée est requinquée à bloc aujourd'hui. Parce que les Maliens ont le sens de l'histoire. Si quelques-uns n'en ont pas, ceux qui en ont vont le leur donner. Et ils vont se lever comme un seul homme. Et personne ne va nous tromper. Je demande donc aux populations du Nord
beaucoup de résilience, beaucoup de compréhension. Tout discours qui tend à diviser les Maliens fait le jeu des terroristes. Il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement physique, elle est communicationnelle. C'est une guerre d'intelligence, mais aussi de courage. Dans l'histoire, aussi longtemps que vous remontez, les peuples qui gagnent les guerres, c'est les peuples qui se battent pour leurs droits et qui n'ont jamais cédé. Ceux qui refusent de céder et qui ont raison, ceux qui vont gagner. C'est pourquoi le peuple malien ne cédera pas, l'armée ne cédera pas, les politiques ne céderont pas et le peuple va gagner cette